Bonjour à tous, bonjour et merci pour votre présence à ce nouveau webinaire Altares. Donc, le sujet est éminemment important dans cette période actuelle. Il est 10 heures pile. Comme d'habitude, on va attendre que les gens finissent de se connecter tranquillement. Je vais en profiter durant cette période pour rappeler qui est Altares pour ceux qui nous connaîtraient peu ou pas. Et puis, je donnerai après la parole à mes co-animateurs, Laurent et Marie, que je suis très fier d'avoir embarqué dans cette histoire. Alors, Altares, notre mission, notre objectif, c'est d'aider au développement des entreprises, développement éthique et durable. Et notre matière, c'est la data, c'est l'information B2B, hein, donc l'information sur les entreprises, bien évidemment. Pour cela, effectivement, la data est collectée via toutes les sources possibles et nettoyée et structurée et permet de créer un certain nombre d'indicateurs tels que le score de défaillance, qui est le score emblématique d'Altares et de la profession, mais également d'autres informations comme le comportement de paiement. Marie le rappellera à ce moment-là. Alors, en fait, à quels enjeux et à quoi sert la data d'Altares? Historiquement, notre métier, c'est d'aider les entreprises à gérer leurs postes clients. Donc, ça veut dire effectivement les décisions de crédit qu'on peut être amené à prendre. Est-ce qu'on travaille à hauteur de 30 jours, 45 jours? Est-ce qu'on accorde une limite d'encours de 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million sur les entreprises? C'est adossé assez rapidement à ce risque client, le risque fournisseur. On sait qu'effectivement, ne plus être livré par un fournisseur stratégique peut empêcher notre propre production et donc nous mettre à risque, c'est important. Et avec la base de données constituée, on rend également service aux départements commerciaux et marketing des entreprises. À ces enjeux historiques, c'est adossé de manière plus récente les enjeux de honorabilité et respectabilité. Donc, je fais appel là à la conformité, également à la couche additionnelle aujourd'hui liée à la RSE et avec effectivement des solutions assez pragmatiques et efficaces. On aura l'occasion d'en détailler quelques-unes durant ce webinaire. Je vois que les gens continuent encore à se connecter. Juste un petit point sur l'actualité d'Altares. N'hésitez pas à aller sur le site altares.com. Nous avons une étude des défaillances qui va sortir très prochainement, le 11 avril. Toujours intéressant de voir quel est le contexte dans lequel on est actuellement en termes de hausse des défaillances et hausse des retards de paiement. Voilà, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet si vous voulez bien maintenant. Et je vais commencer par laisser Laurent se présenter. Alors, je suis très fier de la présence de Laurent. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur plusieurs dossiers qu'il a suivis, avec chaque fois beaucoup d'expertise et beaucoup de créativité. Et c'est pour ça que c'était intéressant qu'on puisse évoquer avec lui le sujet du jour. Laurent ? Merci pour cette invitation. Donc, moi, je vais essayer de me présenter, mais rapidement. Donc, en l'occurrence, c'est 30 ans d'expertise métier avec passion dans le domaine du credit management. J'ai abordé des périmètres, que ce soit dans le numérique, le facility management, l'industriel et autres. En fait, j'ai compilé, on va dire, une volumétrie assez intéressante de configuration. Et depuis quelques années maintenant, j'interviens en tant qu'expert indépendant pour partager mes expertises, bien souvent dans des contextes soit de crise, soit d'aide à la refonte de process globaux, et sur des périmètres en matière de volumétrie de sécurisation de chiffre d'affaires, ça varie entre 50 millions d'euros à 10 milliards. Voilà. Donc en l'occurrence, un parcours atypique. Voilà. Merci beaucoup Laurent et encore merci de nous accompagner. Marie, je vais te donner la parole. Donc Marie nous a rejoint il y a ça 1 an et demi, je crois à peu près, c'est ça? À peu près, oui.
Donc bonjour à tous et effectivement je suis ravie d'animer ce webinaire avec vous. Donc Marie Ambrosiano, moi je suis dans le monde de la data depuis quelques années maintenant et donc effectivement j'ai rejoint Altares il y a à peu près 1 an et demi pour reprendre en charge l'animation du programme d'Untrade, qui est notre programme collaboratif d'analyse des comportements de paiement, qui nous permet notamment de calculer des indicateurs très utilisés dans les stratégies de recouvrement. Donc que je vous présenterai tout à l'heure. Merci beaucoup Fanny. Rentrons dans le vif du sujet, comme je le disais tout à l'heure. Si mon slide veut bien arriver. Voilà, je parlais tout à l'heure du panorama et la tendance sur les défaillances. On n'en fait pas mystère, on voit bien la progression, la hausse des défaillances. Toujours intéressant de le rapporter sur la situation et la tendance sur les 20 dernières années. On est en 2023, pas au niveau de la situation de 2013 ou 2015, par exemple. Il y a eu différentes autres crises sur lesquelles on avait également une forte proportion de défaillances d'entreprises. Alors, certains disent effectivement que c'est le rattrapage. Ce n'est probablement pas que le rattrapage. Il y a également eu le contexte géopolitique, l'inflation qui est intervenue, qui complexifie, et l'ensemble des credit managers évoquent bien cette croissance des défaillances sur 2023 et sur le début d'année 2024. Nous vous confirmons que malheureusement, nous craignons que le premier semestre soit aussi un trimestre délicat. On attend au niveau d'un certain nombre d'indicateurs probablement une moindre progression sur le deuxième semestre de 2024. Mais là, on est dans les projections. Je laisse ça aux experts économistes et projectionnistes. Alors, important aussi de rappeler qu'en termes de défaillance, les 3 cas concernent des TPE et que surtout, lorsqu'il y a une défaillance qui concerne une TPE, elle se transforme très rapidement en liquidation et vraiment nécessité lorsqu'on a comme client des TPE de pouvoir anticiper le risque au maximum. C'est une des raisons de l'existence du comportement de paiement. Je vais juste brosser une rapide situation des retards de paiement et vous allez effectivement voir 2 indicateurs que nous appelons taux de fournisseurs payés à plus de 90 jours et taux de fournisseurs payés à plus de 30 jours. Pour les credit managers, je pense que ces seuils leur parlent, notamment le seuil à 90 jours où on sait qu'on devient proche de l'impayé et qu'en termes de provision, ça n'est pas sans impact, bien évidemment. On voit, et c'est ce qui nous alerte, une tendance négative sur ces 2 indicateurs. Et c'est là également un point d'alerte. Alors, peut-être un petit tassement sur le premier trimestre qui soit à suivre et voir s'il se maintient dans le temps, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Alors, voilà concernant le panorama. J'aimerais, avant de peut-être donner la parole à Laurent et de voir effectivement si notre interprétation et si notre analyse est la bonne, rappeler quels sont les impacts des retards de paiement pour les entreprises. L'impact est bien sûr celui qu'on pense immédiatement, c'est le coût financier du retard. Avec une inflation à 6%, on voit qui est bien et ce qui est le montant plutôt fortement négatif. Mais on oublie souvent qu'en termes de coût financier du retard, il y a également le coût administratif, le coût du traitement, plus ou moins 20%. Et c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Il y a un coût humain auquel il faut penser, qui est celui de la dégradation de la productivité des équipes. Sachant que l'acte de recouvrement, c'est pas Laurent qui nous dira le contraire, l'acte de recouvrement est certainement pas un geste facile, pas anodin lorsqu'on n'est pas formé et lorsqu'on n'a pas le comportement pour aller sur ce terrain-là. Forcément, moins de cash, ça veut dire moins d'investissement possible. C'est aussi quelque chose d'important, surtout particulièrement en ce moment. Et alors, ce chiffre est contesté, contestable. En tout cas, il y a forcément une corrélation entre le comportement de paiement et la procédure collective.
Est-ce que les retards de paiement déclenchent à eux tout seuls la défaillance de paiement? Peut-être dans un certain nombre de cas, difficilement mesurable. Mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, l'absence de trésorerie fragilise les entreprises. Et donc, c'est également un point qui est à prendre. Et en tant qu'ancien commercial, les retards de paiement, c'est toujours une source de conflit entre une entreprise et son client. Et ça détériore également la relation qu'on peut avoir à ce moment-là avec son client. Donc, de toute façon, c'est aussi un point négatif sur la performance commerciale. Laurent, voilà, j'ai dressé à la fois le panorama, à la fois l'impact des retards de paiement. Est-ce que tu auras un commentaire par rapport à ça? Est-ce que tu as peut-être des compléments à nous apporter? Oui, oui, tout à fait. En définitive, la compilation de tous ces éléments-là, en fait, n'est pas, on va dire, limitée à des abords que tu as décrits. Il y a des aspects, on va dire, beaucoup plus complexes parfois. Quand je dis cela, c'est des événements qui peuvent arriver plusieurs mois après la gestion ou une gestion un peu délicate du process recouvrement. Je prends un exemple très basique et qui est pas souvent assez souligné. Une non-maîtrise des process de recouvrement pour X motifs peut in fine arriver à des problématiques de gestion de contentieux pur. Et si on arrive tant bien que mal à gérer tout cela, on peut arriver à des process qui aboutissent à des certificats d'irrecouvrabilité. Ce qui peut laisser croire que le process est abouti et définitivement clos. On récupère éventuellement correctement sa TVA. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ces process ne sont pas finalement extrêmement bien maîtrisés, c'est la source un peu étonnante que certaines entreprises peuvent avoir par la suite avec des redressements fiscaux. En l'occurrence, ça peut être un événement qui peut être impacté avec plusieurs mois, voire parfois 1 ou 2 années de décalage. Et c'est des aspects qu'on ne pense pas assez souvent, tout comme l'impact, comme tu l'as souligné, la procédure et la maîtrise de ces process, c'est aussi la maîtrise de l'image de marque des entreprises. En l'occurrence, la capacité à pouvoir œuvrer avec justesse, en fait, permet d'avoir une crédibilité, permet de raccourcir les process de recouvrement. 90 jours, moi je dirais déjà, c'est très très long. Hein. Pour rappel, la notion d'un process bien calibré, crédible, permet de recouvrer à plusieurs, on va dire près de 90% de la créance à hauteur de 35-45 jours maximum. Au-delà, on peut commencer à se poser des questions. Ok, merci beaucoup Laurent. Je répondais en même temps à Karine qui avait un petit souci pour t'entendre, mais a priori c'est résolu. Alors, en dehors effectivement des impacts et de ce que tu nous expliquais, on peut aussi se poser la question de ce qui amène une entreprise à payer en retard son fournisseur. Il y a bien sûr la raison primaire, c'est qui fait qu'on étudie, nous, à Tares, cette donnée essentielle qui est la tension de trésorerie. Donc, voilà, je n'ai pas cette trésorerie pour payer mes fournisseurs, je fais des retards. Quelque part, c'est du crédit fournisseur, enfin, c'est du crédit court terme gratuit, mais c'est loin d'être finalement la majorité des cas. On voit que la partie litige, la partie désaccord commercial influe également sur les retards de paiement et génère des retards de paiement. On oublie aussi très souvent la partie administrative. Et là, on va incriminer à la fois le client et le fournisseur. Est-ce que la facture a bien été rédigée? On pourrait évoquer ensemble la facturation électronique qui va nous imposer encore plus de formalisme. Est-ce que ça va nous permettre d'être payé plus régulièrement ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais effectivement, ça va nécessiter à ce qu'on soit très vigilant sur le formalisme de la facture. Et ensuite, quel est le process derrière de paiement d'une entreprise? Ça peut être plus ou moins rapide, plus ou moins complexe. On voit que dans certaines grandes entreprises, il y a des retards de paiement conséquents qui sont générés par un traitement administratif lourd, peut-être parfois un peu volontairement lourd, mais lourd. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Donc, il y a plusieurs phénomènes
qui expliquent les retards de paiement. Là-dessus, un peu comme les influenceurs, vous avez également d'autres éléments. Vous avez le contexte structurel. On prend souvent l'exemple de l'informatique où vous avez la problématique des recettes qui fait qu'il y a des décalages qui se font au niveau du paiement. Donc l'informatique est un des secteurs qui paye le plus mal ses fournisseurs, mais c'est structurel. Il y a conjoncture, je ne vais pas revenir sur le contexte actuel. Il y a les habitudes culturelles. On peut toujours reparler de l'Europe du Nord versus l'Europe du Sud et des habitudes différentes. Puis vous avez les modes de paiement. C'est sûr qu'un paiement par chèque, vous aurez toujours un peu de retard. Les virements, ça peut être quelque chose de beaucoup plus rapide. Est-ce que j'ai gentiment appelé stratégie de paiement ou volonté de paiement qui peuvent aussi parfois se trouver dans certaines entreprises. Et je ne vais pas trop faire de commentaires sur cette partie-là. Alors, ça veut dire que comprendre un comportement de paiement, une attitude de paiement, ça peut être finalement lié à différents phénomènes. C'est pour ça qu'Altares a décidé, et c'est l'exemple que vous voyez sur l'écran, a décidé de créer plusieurs indicateurs pour en fait avoir la réelle attitude de paiement. Ce qu'on a essayé de mesurer, c'est l'habitude de paiement globale, c'est ce que vous avez en retard moyen de paiement qui est exprimé en nombre de jours. Donc, cette entreprise paye avec 5 jours de retard, 10 jours de retard, 45 jours de retard. Mais bien évidemment, dans les 31 fournisseurs différents, elle n'a pas forcément la même attitude avec les 31 fournisseurs. Elle ne paye pas ces 31 fournisseurs avec 25 jours de retard. C'est ce qui est exprimé par les taux de fréquence. Vous voyez sur la forme de FPI 30+, ou FPI 90+, qui sont donc les taux de fréquence des fournisseurs payés à plus de 90 jours ou à plus de 30 jours. Donc, c'est différents indicateurs qui nous donnent une vision plus précise, plus nette de la réelle attitude de paiement de cette entreprise. Là-dessus, il faut rajouter une couche d'analyse qui concerne la tendance. Aujourd'hui, je paye régulièrement, peut-être que dans 2 ans, je vais payer avec beaucoup de retard, ou l'inverse. Ça va influer. Est-ce que j'ai une attitude de paiement un peu en yo-yo, qui sera effectivement une alerte? Ou est-ce que je paye, on pourrait parler de certains grands ministères, de certaines grandes entreprises, qui payent systématiquement avec beaucoup de retard. Finalement, c'est un retard qui est flat. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des tensions de trésorerie? Pas forcément. On est plus dans la partie stratégie de paiement, entre guillemets. Et la comparaison sectorielle, on avait évoqué ensemble l'IT. Voilà, c'est typiquement un secteur dans lequel la partie sectorielle est importante. Si vous avez un éditeur qui vous paye avec 30 jours de retard, quelque part, on peut se dire, par rapport à son secteur d'activité, il ne paye pas trop mal. On ne paye pas trop mal. Voilà donc la raison de l'existence de ces différents indicateurs, mais ce qui est également une information sur comment on doit suivre, comment on peut suivre l'attitude de paiement d'une entreprise, non seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi. Alors, je vais me permettre d'abuser de Laurent et de lui poser la question quelle décision prendre face à une dégradation de l'attitude de paiement. Je prends l'exemple de cette entreprise. Donc, c'est une situation en décembre 2023. On a 6 fournisseurs identifiés qui nous ont dit que cette entreprise paye en moyenne avec 25 jours de retard et un tiers de mes fournisseurs je les paye à plus de 90 jours de retard. Alors, c'est une SARL unipersonnelle, soutien à culture, donc on est dans le monde agricole, une création qui date maintenant quand même, 2009, chiffre d'affaires résultat, mais dernier bilan publié 2020, par rapport à la situation 2023, on est dans une situation un peu ancienne. On voit qu'on a eu un décrochage important en 2023, donc vous voyez, on est quand même assez riche d'informations. Laurent, face à cette situation, toi tu réagis comment? C'est une très bonne question. Je dirais que dès l'instant où on a la capacité, parce que là on a effectivement dans la fonction de pilotage de la recouvrabilité des créances, en fait on est face à une compilation de data. Donc par rapport au graphe et à l'analyse qu'on peut en faire, si on a les outils qui permettent effectivement d'apporter cette donnée qui permet d'être réactualisable au quotidien, ça voudrait dire que si on analyse les données du secteur et que l'historique, on va dire, de quelques mensualités, des comportements de paiement de ton client qui étaient en adéquation plus ou moins avec
les tendances du secteur et d'un coup d'un seul, on a une dégradation. Ça veut dire que là, dans ce cas de figure, il faut prioriser ce profil de compte client dans les actions dites préventives avant la due date. En l'occurrence, on a en moyenne un segment qui oscille entre 7 et 10 jours avant la due date pour pouvoir faire de la qualification de la créance. Autrement dit, là, on ne peut pas se permettre d'enclencher un process automatisé. Il faut qu'il y ait de l'humain pour qualifier et comprendre le côté soudain d'une dégradation du profil du comportement de client. Autrement dit, ça permettra, dès l'instant où on a une capacité à pouvoir obtenir cette information, déjà à pouvoir se faire connaître. Est-ce qu'on a éventuellement une situation dite litigieuse? Mais en l'occurrence, je pense pas. Et ça permettra donc de pouvoir adapter le process de recouvrement eu égard à la dangerosité de la notion d'impayé. En l'occurrence, c'est quantifier un process adapté par rapport à cette dégradation soudaine et en totale, on va dire, dégradation par rapport au secteur d'activité donné. C'est extrêmement important parce que si on n'utilise pas cette donnée-là et qu'on applique un process lambda, c'est souvent les cas de figure où on va avoir des profils d'analyse de la courbe de la balance AG qui, dans le segment 0,30, sera plus ou moins en adéquation avec l'habitude du creditman qui en a la gestion. Mais très rapidement, sur le segment 30-60, c'est à ces moments-là où on a une dégradation qui est forte, c'est à ces moments-là où on aura plus ou moins un lissage proportionnel avec le premier segment. Moi, j'ai déjà rencontré ce contexte-là dans bon nombre de sociétés, et en l'occurrence, ce sont une compilation d'analyses qui fait que là, on doit apporter de la valeur ajoutée dans la, dans la qualification de la créance, y associer le process adéquat. Et en définitive, si on n'est pas dans un cas de gestion de litige, on n'est ni plus ni moins en train de se faire prioriser le paiement de nos créances par rapport à la concurrence. Donc, c'est hyper important. Sinon, on peut être face à une situation de crise d'impayé derrière ou enclencher péniblement des process de contentieux derrière. Ouais, bah, écoute, tu fais bien. Cette entreprise au 5 janvier passe en plan de sauvegarde. C'est un plan de sauvegarde, c'est pas une procédure collective. Désolé pour le petit piège, mais je vais continuer dans le même ordre. Situation en mars 2024, on est dans un grand groupe international, je tais le nom, donc forcément aucun problème de solvabilité, 50 fournisseurs qui nous disent que ce grand groupe paye avec 22 jours de retard et quasiment un fournisseur sur deux payé à plus de 90 jours. Comme par hasard, c'est forcément les fournisseurs avec l'encours le plus petit qui sont concernés. Et on voit que sur la tendance sur les deux dernières années, c'est plutôt flat, voire même un peu de progression. Laurent, on peut vraiment faire du recouvrement sur un grand groupe international, nous, en tant que PME? Alors absolument, et il faut surtout pas avoir de complexe. Et je dirais que, bon, eu égard à ce que je peux visualiser, on a effectivement, semble-t-il, une grosse structure qui a des reins solides au niveau de la trésorerie, mais qui est qui est ni plus ni moins une forme de, c'est un champion du monde, donc pour tester nos propres process de recouvrement. Je m'explique. À tous les coups, on a très certainement un groupe qui peut-être même s'amuse à faire imposer ses conditions générales d'achat en adéquation par rapport à nos conditions générales de vente. Et eu égard à la multitude donc de profils de comportement de paiement, en fait, il fait ça, on va dire, d'une manière historique. Donc, en l'occurrence, c'est le type de profil de grands groupes sur lesquels il ne faut pas laisser des process recouvrement similaires. En l'occurrence, si on faisait peut-être même une analyse en interne, le profil du compte qu'on a sous les yeux a peut-être déjà testé vos process de recouvrement sur les 6 derniers mois. Il y a peut-être une mécanique de paiement après la mise en demeure. Donc, en l'occurrence, il faut personnaliser la notion de process. Autrement dit, c'est raccourcir et adapter vos procédures pour exiger très rapidement une obligation de paiement. Alors ensuite, il y a plein d'activités plein d'options qui permettent de rester crédible. Mais en l'occurrence, il faut y aller et surtout ne pas hésiter à user aussi. Bon, je sais que c'est un petit peu délicat, mais d'imposer les pénalités de retard avec tout ce qui est en adéquation avec la fonction. Donc, en l'occurrence,
je pense que là, c'est un expert et c'est là l'intérêt. J'y apporte une importance toute particulière. On parle souvent de sirétiser, de procéder à des sirétisations, pardon, donc d'un portefeuille. C'est bien pour la qualité de la donnée, mais ensuite, on peut aussi apporter une lecture avec les programmes que vous proposez, de faire ressortir les profils experts en tant que mauvais payeurs. Et là, je pense qu'on est pile poil dedans. Voilà. Alors, comme on est un petit peu en retard sur notre planning, je ne poserai pas la deuxième question qui était finalement, ça n'est pas un grand groupe international, c'est une grande administration, mais je pense que la réponse serait à peu près à l'identique. Donc, pour avoir cette information, vous avez compris, elle est collectée par Altares Dun & Bradstreet, et c'est là qu'intervient Marie. Et j'aimerais que Marie nous explique justement comment on peut arriver à obtenir cette information. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir cette réelle attitude de paiement de ce grand groupe ou de ce grand ministère? Effectivement, merci Gilles. Donc, effectivement, toutes ces données, tous ces indicateurs qui vous ont été présentés jusque-là sont calculés grâce à des données récoltées dans le cadre du programme Duntrade, qui est notre programme collaboratif d'analyse des comportements de paiement. Pour vous donner un petit peu d'historique, c'est un programme qui est mondial et qui a été mis en place par Dun & Bradstreet aux États-Unis en 1968. Donc, ça commence à remonter un petit peu. Et on fête cette année d'ailleurs les 40 ans en Europe. Donc, c'est un programme qui permet d'intégrer de la donnée dans plus de 170 pays et qui a une cinquantaine d'antennes locales qui collectent de la donnée en direct comme chez nous en France. On compte aujourd'hui environ 15 000 partenaires à travers le monde, ce qui nous permet de proposer à nos clients et partenaires une base de plus de 16 millions de PEDEX. Donc PEDEX qui est notre indicateur de régularité de paiement en nombre de jours que vous a présenté Gilles juste avant. Et donc pour vous expliquer un petit peu le principe de ce programme, donc c'est assez simple. Tous les mois, donc les participants au programme nous envoient leur balance AG, qu'on va bien évidemment traiter de manière anonyme, hein, comme vous l'avez vu sur les exemples. À aucun moment sur nos solutions, les fournisseurs qui nous transmettent la donnée ne sont cités. Et en retour, le partenaire Duntrade va recevoir une analyse comparative du comportement de paiement de ses clients, qui va lui permettre de comparer le comportement de paiement de ses clients vis-à-vis d'eux et vis-à-vis des autres fournisseurs, pour identifier rapidement ceux qui auraient une comparaison de comportement de paiement trop importante. La participation au programme, elle est entièrement volontaire, gratuite et confidentielle. J'insiste sur ce point. On met en place des contrats de partenariat entre nos sociétés pour garantir la confidentialité des données que les participants nous transmettent. Et toutes les données que nous allons nous transmettre en retour sont beaucoup utilisées, notamment pour révéler des attitudes de paiement qui vont nous aider à mieux anticiper les risques de cessation de paiement. Mais on va aussi pouvoir utiliser cette donnée donc, pour établir des stratégies de recouvrement plus adaptées, mais également aussi aider au développement commercial avec des sociétés qui payent bien leurs fournisseurs et avec lesquelles on n'aura pas de problème pour récupérer le cash. Alors, on va faire un petit focus sur la donnée de paiement, puisque effectivement, on a déjà bien compris l'importance de cette donnée, je pense, via les exemples que nous ont montrés Gilles et Laurent juste avant. Mais effectivement, c'est important d'expliquer pourquoi si on fait ce travail. La première raison, c'est notamment parce que la donnée de paiement est très réactive par rapport à un bilan qui, lui, est publié seulement une fois par an, qui est une image à un instant T de la société et de sa santé financière. Qui est souvent publié d'ailleurs avec beaucoup de retard, et quand il est publié, puisqu'on a de moins en moins de publications. Donc, il est maintenant de plus en plus difficile de se baser sur un bilan pour avoir une bonne idée de la santé financière d'un de nos clients, alors que la donnée de paiement, elle est factuelle, elle est récoltée tous les mois directement depuis la comptabilité client des sociétés participantes. Donc, c'est beaucoup plus facile, notamment, de pouvoir l'historiser. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est très dynamique. Chez Altares, on l'historise sur une période de 2 ans, ce qui nous permet de mieux apprécier l'évolution du comportement de paiement d'un client et de pouvoir réagir en cas de dégradation. Mais surtout, elle est internationale. Donc, on va pouvoir étudier le comportement de paiement de nos clients, peu importe le pays d'origine de la société, que ce soit en France ou à l'international. Aujourd'hui, on intègre de la donnée dans 220 pays. Et donc, toutes les données qu'on va pouvoir, donc toutes ces données vont nous aider à calculer certains indicateurs sur lesquels on va pouvoir se baser pour notamment identifier et mieux anticiper le risque de défaillance, puisqu'on sait qu'il y a une corrélation quand même
entre dégradation de comportement de paiement et dégradation de la situation financière d'une entreprise. Donc, ça peut être un premier indicateur d'une potentielle défaillance d'entreprise. Mais on va aussi pouvoir se baser sur ces indicateurs pour recouvrer plus rapidement nos créances clients, puisqu'on va pouvoir adapter nos stratégies de relance et de recouvrement en fonction du comportement de paiement de chacun. On va pas forcément relancer de la même manière une société qui a pour habitude de très bien nous payer et qui paye très bien tous les autres fournisseurs qu'une entreprise qui met beaucoup de temps à me payer, mais également tous les autres fournisseurs. Et ça va aussi beaucoup nous aider à adapter nos paiements nos conditions de paiement contractuelles. C'est-à-dire que de pouvoir connaître le comportement de paiement d'une entreprise en amont va pouvoir nous aider à appliquer les bonnes conditions financières dès l'établissement du contrat pour éviter aussi toute potentielle tension dans la relation commerciale par la suite, tout comme avec la trésorerie d'ailleurs. Et donc, effectivement, pour tous les participants au programme d'Untrade, il va y avoir plusieurs avantages qui sont proposés. Et la première, la plus utilisée, c'est notamment l'analyse comparative des paiements. Donc, comme vous le voyez dans le tableau que vous avez sous les yeux, on va pouvoir proposer à nos partenaires de croiser le comportement de paiement de leurs clients vis-à-vis d'eux avec le comportement de paiement de leurs clients vis-à-vis des autres fournisseurs. Donc, ça va nous permettre très rapidement d'identifier notamment les bons payeurs, ceux qui payent bien tout le monde et avec qui je vais pouvoir me développer commercialement très sereinement. En haut à droite, on voit tout de suite les clients qui ne payent plus personne, donc qui mettent beaucoup de temps à me payer, mais c'est le cas aussi avec les autres. Donc là, ça va nous permettre de pouvoir réagir très rapidement et éventuellement de pouvoir passer ces clients directement en clients douteux. Mais aussi, on va pouvoir identifier très rapidement les litiges, puisque ça va nous permettre d'identifier tout de suite les clients qui mettent beaucoup de temps à nous payer alors qu'ils ont des paiements réguliers avec tous leurs autres fournisseurs. Donc, c'est des sociétés qui n'ont pas de difficultés de paiement et avec lesquelles il y a peut-être eu des soucis avec la facture, avec le contrat, ou en tout cas un litige qu'on va pouvoir identifier au plus vite pour le régler au plus vite. Et donc, ça va pouvoir aussi nous aider en dernier point, de pouvoir optimiser nos décisions de crédit, puisque de connaître le comportement de paiement en amont va nous permettre d'accorder des encours en adéquation avec la capacité de paiement d'une entreprise. Et donc, cette analyse comparative, elle est accessible depuis une solution qui s'appelle Paiement de Performance Insight, qui est exclusivement dédiée aux partenaires d'Untrade. Donc, c'est pas une solution qui est commercialisée. Elle est gratuite pour tous les participants. Et c'est une solution qui contient beaucoup de fonctionnalités opérationnelles avec des tableaux de bord très dynamiques qui permet notamment de faire des reportings précis qu'on peut utiliser en interne pour faire des rapports soit auprès de la direction, auprès des équipes, mais également aussi de pouvoir faire des analyses macro-sectorielles, que ce soit en France ou à l'international, mais également de pouvoir faire des extractions suivant notre propre segmentation en appliquant un certain nombre de filtres pour pouvoir extraire des listes de clients qui auraient une attitude de paiement alarmante et sur lesquels on va souhaiter concentrer nos efforts. Donc il y a plusieurs fonctionnalités qui nous permettent notamment d'aller un petit peu plus loin dans l'étude du comportement de paiement et notamment la possibilité de pouvoir avoir une visibilité des encours échus par groupe. C'est-à-dire que là, Altares va identifier les liens d'appartenance à des groupes des clients de la société participante. On va les lier par une maison mère, peu importe si la maison mère est située en France ou à l'étranger. Et on va travailler, on va permettre de pouvoir avoir une vraie visibilité groupe des encours échus. Donc, on va consolider tous ces encours. On va également proposer une analyse comparative par groupe pour vraiment avoir le détail de toutes les filiales d'un même groupe avec lesquels on travaille, vérifier que toutes les filiales respectent bien les conditions de paiement contractuelles qui ont été mises en place lors de l'établissement d'un éventuel contrat groupe ou cadre, mais aussi de potentiellement identifier de nouvelles opportunités commerciales. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très utilisée par nos partenaires, qui nous a été beaucoup demandée. Et une autre fonctionnalité aussi assez intéressante, c'est notamment la possibilité de révéler des attitudes de paiement, des tendances de l'attitude de paiement sur une période de 2 ans ici, pour mieux apprécier la potentielle dégradation, amélioration de cette attitude de paiement et pouvoir réadapter nos conditions de paiement en fonction de cette évolution. Avec l'exemple qu'on voit sous les yeux, donc on peut voir que c'est une société. Donc la courbe que vous avez en rose, c'est le retard vis-à-vis des autres fournisseurs. En bleu foncé, donc c'est vis-à-vis de la société participante. Et en bleu clair, on a le secteur d'activité pour toujours bien resituer aussi en fonction du secteur d'activité, puisqu'on le sait, en fonction du secteur, il y a des retards qui peuvent paraître
plus normale que dans d'autres. Donc typiquement ici, on voit bien que c'est une société déjà avec laquelle la relation commerciale a toujours été compliquée puisqu'elle a toujours mis beaucoup plus de temps à nous payer que les autres et surtout beaucoup plus que la moyenne du secteur d'activité. Mais dernièrement, on voit que ce soit pour nous ou pour les autres, il y a énormément de retard. Donc cette société a visiblement beaucoup de difficultés de paiement, que ce soit avec nous ou les autres fournisseurs. Donc ça peut nous permettre de réagir très vite et de tout de suite faire le maximum pour recouvrer cette créance et éventuellement bloquer le compte par la suite. Il y a un dernier point aussi que je voulais vous présenter qui est plutôt intéressant, notamment pour faire des études en interne, c'est la possibilité d'avoir la tendance globale du portefeuille client. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir apprécier vraiment l'évolution du comportement de paiement global de nos clients et surtout de pouvoir le comparer aux autres fournisseurs, mais également aux autres fournisseurs de notre activité, puisqu'on sait qu'en fonction du secteur d'activité, on peut avoir des délais plus ou moins longs. Donc ici, c'est très intéressant de pouvoir se resituer dans son secteur, mais également dans son pays et sa région, puisqu'on sait qu'il y a des pays aussi qui ont des délais de paiement beaucoup plus longs que chez nous en France. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir se resituer dans notre contexte, notre pays, notre activité, et de pouvoir le comparer par rapport aux autres fournisseurs également. Toutes les données qui sont accessibles depuis cette solution sont évidemment réintégrables dans toutes les solutions métiers. Donc en général, on a surtout deux indicateurs qui sont beaucoup plus utilisés, un retard pour vous et retard pour les autres, qui peuvent être réintégrés très facilement dans un CRM, dans un ERP, pour accéder au comportement de paiement très rapidement et avoir une lecture simple, surtout quand on est dans un écosystème où on a beaucoup d'outils qui nous sont proposés. Ça fait beaucoup plus de sens de pouvoir intégrer ces indicateurs directement dans nos outils pour éventuellement automatiser des systèmes de blocage ou certains systèmes de relance. Et donc, pour résumer, le programme d'Untrade, c'est premièrement une plus grande transparence économique. J'aimerais vraiment insister sur ce point parce que ça a vraiment des avantages pour toutes les sociétés qui vont accéder aux données. Et ça va permettre à toutes les sociétés, qu'elles soient participantes ou non, de pouvoir mieux anticiper leurs risques de défaillance avec leurs clients. C'est aussi la possibilité d'avoir un aperçu vraiment global du comportement de paiement d'un portefeuille client. Donc, on va très vite détecter les difficultés paiement pour aussi réussir à jouer sur le DSO et réduire au maximum le nombre de jours de notre DSO. On va pouvoir aussi réduire le recouvrement de créances ou le passage en perte, donc aussi réduire les coûts. Comme en parlait Gilles en début de présentation, le recouvrement a un coût, donc ça permet de faire des économies à ce niveau-là aussi. Mais aussi d'avoir une connaissance accrue de son portefeuille client, ce qui peut être un fort avantage concurrentiel. Je le rappelle, donc il y a aussi une solution dédiée, un paiement de performance insight, comme on vient de le voir. Un point important aussi, c'est un programme qui est très confidentiel. C'est très important pour nous et on sait que c'est très important pour les sociétés participantes aussi. Donc c'est très confidentiel, que ce soit en interne ou en externe. Tout est prévu pour bien garantir la protection des données qui sont transmises. C'est un programme qui est finalement gagnant-gagnant, voire même gagnant-gagnant-gagnant, puisqu'il va y avoir des bénéfices aussi bien pour les participants que pour leurs clients, mais aussi pour leur écosystème dans leur globalité, puisqu'on va permettre d'enrichir la base des données de paiement sur tout l'écosystème d'une société qui participe. Mais surtout, un point important, on parle beaucoup de mauvais payeurs, on parle beaucoup de name and shame aussi dans l'actualité, mais c'est important aussi de pouvoir mettre en lumière les bons payeurs. Ça peut avoir un impact très positif sur les sociétés qui payent bien leurs fournisseurs, puisqu'on le sait, le comportement de paiement a un impact sur les cotations financières qui sont délivrées par Altares notamment. Donc ça va permettre à des petites structures ou des jeunes entreprises sur lesquelles on a peu d'informations d'avoir un comportement de paiement publié et donc d'améliorer leur cotation pour favoriser aussi le business avec ces entreprises. Voilà, donc pour moi, n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin ou dans le chat à les poser. Super, merci beaucoup Marie. Brillante présentation du programme d'Untrade, tu le sais, il m'est très cher ce programme. J'ajouterais peut-être une dimension également à prendre en compte. Certains d'entre vous savent peut-être qu'il y a une discussion actuellement au niveau européen sur une directive qui limiterait les conditions de paiement non plus à 45 jours comme c'est le cas, mais à 30 jours. Je pense que ce programme sera encore plus important et intéressant si cette directive passe. C'est important à rappeler aussi, même si c'est pas du court terme. Je pense que là, le court terme, c'est quand même la facturation électronique.
Donc, on a, vous avez compris, orienté ce webinaire vers la donnée attitude de paiement, mais ce n'est pas la seule donnée qui est importante lorsqu'on veut avoir un recouvrement performant. J'en ai listé quelques-unes et je demanderai à Laurent, après la présentation de ce slide, ce qu'il en pense. La première chose, c'est le référentiel client et du coup, ça va permettre de répondre à la question de Raphaël sur en fait, la sirénisation, le fait de fiabiliser une base cliente. Quand vous avez des clients entreprises, chaque client entreprise a un numéro sirène et un numéro SIRET. Il a également un TVA intracommunautaire. Et c'est le point qui est extrêmement important. Ça sera encore plus important avec la facturation électronique. C'est pour vous la certitude que l'entreprise que vous facturez est bien la bonne, qu'elle existe réellement, qu'elle n'est pas fermée ou en procédure ou qu'elle l'est. Et c'est vraiment essentiel. Nous, l'expérience que montrent les contacts que nous avons avec nos clients, à chaque fois, celui qui a un bon référentiel, a une bonne base client, fiabilisée, nettoyée, maintenue, à chaque fois, il a une performance qu'on retrouve au niveau de son DSO, qu'on retrouve au taux d'impayé. Ensuite, vous avez une base documentaire qu'il ne faut jamais négliger, qui est l'ensemble de toutes les données internes que vous collectez. C'est l'historique des facturations, des actions de recouvrement, c'est bien sûr les informations qui proviennent du terrain, de la force commerciale. Je suis un ancien commercial, on peut retourner des informations qui sont parfois ultra stratégiques pour appliquer la bonne stratégie. Le statut, c'est évident, actif, procédure collective, on ne met pas en place la même action. La forme juridique, on ne met pas la même action si l'entreprise est un ministère ou si c'est dans le monde agricole ou si c'est une SAS de 15 millions de capital. Donc, c'est des choses qui sont effectivement nécessaires à avoir pour faire un recouvrement performant. Et les deux autres aspects, tout le monde va être d'accord avec les deux autres aspects. Notre historique montre que souvent, malgré tout, ils ne sont pas toujours utilisés. La solvabilité, Laurent avait cité, dans l'exemple qu'on avait présenté, avait déjà évoqué ce point-là, mais la solvabilité est importante. Si l'entreprise risque sa défaillance dans les quelques mois qui arrivent, il ne faut peut-être pas pratiquer la même manière que si l'entreprise n'a aucun souci de défaillance. Ça paraît juste une évidence, mais ça fait partie des choses qui sont nécessaires à rappeler. Et après la brillante démonstration et présentation de Marie, on a compris tous également qu'il y avait véritablement nécessité à obtenir cette information, de comparer quelle est l'attitude de paiement que vous avez, vous, vis-à-vis des autres, et d'utiliser bien sûr le secteur d'activité, de regarder la tendance. Voilà, Laurence, qui m'a paru être essentiel. Quel est l'avis de l'expert credit management que tu as sur ces différentes informations? Est-ce que tu en vois d'autres qui sont nécessaires? Est-ce que tu peux les positionner peut-être dans la chaîne Order to Cash? Dans tous les cas de figure, en fait, j'ai presque envie de rajouter deux points essentiels. C'est dans l'actualité, en fait, de la fonction et dans la maîtrise Order to Cash. Il y a deux dates essentielles. C'est celle du mois de juillet 2024 et mi-2026. Juillet 2024, c'est demain. On aura des impératifs de qualité d'enrichissement de nos facturations. Autrement dit, tout à l'heure, c'était Raphaël qui posait la question, mais qu'est-ce qu'une sirétisation? Alors, il y a un gros débat sirène et SIRET, hein, mais la sirétisation, c'est effectivement avoir une base de données clients parfaitement enrichie. Autrement dit, donc c'est comme si on avait une plaque d'immatriculation pour chacune des entreprises. Et si on veut faire une facture qui sera un outil derrière pour les process recouvrement, il faut que la créance soit certaine et incontestée et incontestable dans tous ces éléments-là. À partir du mois de juillet, nos factures devront comporter à minima plein de données, les bons de commande, mais aussi le sirène de l'entreprise cliente. Donc là, c'est un point majeur. Et à partir du mois de juillet 2024, certains de vos clients pourront mettre une notion de contestation
légitimes. Donc ça, c'est un point utile à garder en tête, mais c'est demain. Tout en mettant en évidence aussi la notion de tout ce qui est projet de numérisation. La numérisation, donc la deadline, c'est en mi-2026. Il faut savoir pour repère qu'un projet qui consiste à faire de l'EDI, de numériser toute une base de données, c'est en moyenne entre 12 mois et 18 mois. Donc si on part de mi-2026, on a jusqu'à la fin de l'année, à minima, pour mettre en place tous nos process de qualité de facturation qui seront utilisés pour la mise en disposition de nos factures, tout format confondu, et éventuellement aussi enclencher les process recouvrement. Dernier point, parce que les choses vont extrêmement vite, on parle de données internes, de statut, de solvabilité. Moi, j'ai travaillé sur des périmètres où parfois l'amplitude des portefeuilles sont plus que conséquents, et toutes ces données-là, en fait, parfois pour personnaliser au maximum le suivi du process recouvrement eu égard à l'entreprise, eu égard à l'encours. Moi, j'ai déjà rencontré des cas de figure, on a été même à piloter des portefeuilles avec 30 scripts différents, avec des updates quotidiens. Pourquoi on arrive parfois à ce genre de contexte? C'est que les besoins aujourd'hui de faire du commerce, parfois c'est en temps réel. En l'occurrence, la prise de risque pour ouvrir un compte, il faut être dans une capacité à automatiser tout cela. Si ça marche pas, c'est éventuellement une perte de volume de chiffre d'affaires non négligeable qui sera grignotée par la concurrence. Donc c'est un point utile et majeur que je voulais souligner. C'est aujourd'hui la fonction évolue sur une capacité à être proactif, extrêmement fiable, et effectivement la qualité de la fonction de piloter tous les périmètres order to cash, c'est pouvoir avancer très rapidement, mais en ayant une base de données multiples, complexes, qu'on peut faire évoluer également, qui soit extrêmement utile et fiable. Parce que effectivement, demain, on sera dans des périmètres de pilotage quasiment en temps réel systématiquement. Voilà. C'est mieux si j'allume mon micro, excusez-moi. Merci beaucoup, Laurent. En effet, très précis. Je vais me permettre juste de revenir sur la partie solvabilité et attitude de paiement. Laurent, pour toi, c'est véritablement une donnée importante, stratégique, c'est anecdotique. Quel est ton c'est extrêmement stratégique. Je vais être même très pragmatique. Et en prenant des éléments extrêmement basiques. La qualité donc de l'enrichissement d'une base de données, ça vous donne une priorité et ça vous priorise toutes les actions order to cash. Si on se dit, tiens, je le fais une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, je l'ai rencontré même dans des grosses structures, il faut savoir que le monde de l'entreprise vit, mais d'une manière extrêmement rapide. Et à ne pas enclencher ces mécanismes de surveillance et de qualité d'enrichissement, on peut avoir, une fois qu'on aura décidé ou qu'un intervenant en situation de crise doit venir pour faire un audit, on peut avoir de méchantes surprises à découvrir qu'on peut avoir parfois entre 5 à 10% de structures qui ne sont plus in bonis. En l'occurrence, ça veut dire qu'on travaille avec des entreprises pour lesquelles on n'a pas vu le coche passer, les entreprises sont parfois fermées et on a en stock donc une qualité de créance qui n'a pas été qualifiée. En l'occurrence, si tout ce qui est process de qualification, c'est les aspects que je décrivais tout à l'heure. Qualification, c'est savoir s'il y a des litiges à travers des contacts directs ou à travers les données que nous a expliqué Marie pour détecter un comportement de paiement atypique qui ferait ressortir une détection d'un litige interne. Si on n'a pas tous ces éléments-là, on aura tous ces effets d'analyse de courbe de balance âgée qui vont traduire, si on n'y prête pas attention, des volumes non négligeables de provisions colossales. Donc, qui dit provision, ça va grignoter la rentabilité d'un business, quel qu'il soit. Parfois, on a des marges dans les entreprises qui sont faibles, 3, 5%, parfois 20%, mais ça va très vite. Et in fine, c'est la rentabilité de la société ou du groupe qui sera touchée. C'est le bilan, c'est l'EBITDA. Donc, c'est pour cette raison-là que il faut y apporter une importance primordiale, majeure, à ce que toutes ces données-là soient captées, qu'elles soient actualisées et qu'on y apporte une valeur ajoutée utile. Et au final,
on en ressortira avec du coup une fiabilité dans les échanges de flux, un relationnel beaucoup plus souple avec les équipes commerciales. Il y a tout effectivement un aspect conduite de changement à mettre en place dans ces aspects-là, et on peut créer des partenariats intéressants avec tous les services d'une société pour au final sécuriser le chiffre d'affaires du groupe. Merci beaucoup, Laurent. C'est effectivement précis et important. Je suis en train de regarder l'heure. On a quelques questions. Je vous propose, alors juste rapidement sur ce slide-là, l'information effectivement va agir dans les différentes phases de l'order to cash, mais le référentiel client, et Laurent a raison d'insister là-dessus, lui intervient dans toutes les phases, voire même bien en amont encore de l'order to cash, c'est-à-dire dès le lead to order, on pourrait dire, dès le début de la prospection. C'est une donnée qui est extrêmement importante. Je vous propose de passer à la phase questions. Il y en a quelques-unes. Une première qui va concerner Marie. Comment on peut connaître la santé financière, mais sur la globalité de son portefeuille, de sa balance AG? Alors, ce qui va être intéressant, en fait, ça va être de pouvoir croiser justement les données de comportement de paiement avec les indicateurs de défaillance. Donc, on propose notamment un module sur notre solution Intuise chez Altares qui permet justement de pouvoir croiser ces données et donc de pouvoir se concentrer, en tout cas concentrer nos efforts sur des sociétés qui auraient des comportements de paiement trop importants, avec des délais de retard trop importants et qui en plus auraient des cotations de défaillance très mauvaises pour vraiment réagir au plus vite. D'accord, donc si je comprends bien, on intègre la balance AG dans la solution et la solution nous dit sur nos clients qui ont beaucoup de retard, quelle est leur santé financière, et on peut identifier ceux qui sont à ce moment-là concernés et voir croiser également avec l'attitude de paiement vis-à-vis des autres fournisseurs de cette entreprise. Tout à fait. D'ailleurs, pour les participants au programme d'Untrade, on peut envoyer la balance AG qu'une seule fois. Ensuite, tout est automatique et les analyses sont délivrées mensuellement juste après l'envoi de la balance AG. D'accord, ok. Une deuxième question, plutôt pour Laurent, tu l'as évoqué par rapport à la facturation électronique. Donc cette généralisation qui est donc reportée au 1er septembre 2026, mais c'est la généralisation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact au 1er juillet 2024. C'est comme ça que je dois comprendre les choses. Oui, en fait, il y a la mécanique qui permet effectivement de délivrer la facturation d'une entreprise avec des formats numériques à déposer sur des plateformes. On va tous entendre parler de Chorus, des plateformes qui font intervenir aussi des intervenants. L'application et le respect de cahier des charges pour que tout soit fait correctement pour éviter toute contestation. Mais qui plus est, en plus, dès juillet, on a des impératifs qui font que des bons de commande devront être intégrés, les sirènes des entreprises devront être intégrées, et il y a encore quelques petits éléments qui font que la facture devra traduire un certain nombre de données obligatoires. D'accord. Une question sur le DSO. Est-ce que c'est plus une donnée de pilotage? Je vais laisser l'expert répondre à cette question, Laurent. Alors, le DSO est un phare, en fait. C'est un repère qui donne une direction ou une tendance. Aujourd'hui, le DSO, en fait, avec la capacité qu'on a décrite à pouvoir extraire, et ce que décrivait aussi Marie, une multitude d'éléments, en fait, on peut ensuite dissocier quel est le vrai problème de trésorerie d'un client et éventuellement créer une analyse donc de la balance AG pour détecter quels sont les dysfonctionnements internes de l'entreprise. En l'occurrence, c'est un sujet extrêmement, on va dire, stratégique parce que le credit manager ou la responsable doit avoir la maturité d'inverser l'analyse pour voir s'il n'y a pas des dysfonctionnements de qualité des données transférées, de mauvaises traductions entre les différents CRM dans les outils et autres. Donc attention, moi je dirais tout simplement, le DSO est un phare qui donne des tendances, qui donne un repère. En l'occurrence, il faut passer ensuite à une étape supplémentaire, d'où l'intérêt des options donc de data que Marie décrivait, à pouvoir faire un travail en amont pour voir si en interne, on n'est pas aussi à l'origine de certaines problématiques.
Ouais, on est d'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais prendre la dernière question, quoique peut-être une va arriver d'ici là. Est-ce qu'on propose un package avec l'affacturage et l'assurance crédit? Voilà, c'est une très bonne question. Notre score de défaillance en tout cas, nous avons défini des critères qualitatifs sur notre score de défaillance, qu'il soit qualité première, c'est bien sûr prédictif. Il doit être en capacité d'identifier l'entreprise qui va passer en cessation de paiement dans l'année qui arrive. Il faut qu'il soit réactif. On n'attend pas l'arrivée d'un nouveau bilan pour changer notre score. Il évolue à chaque jour s'il y a l'arrivée de nouvelles informations. Il doit être exhaustif, c'est quand vous faites une demande, il doit être présent également. Il y a deux autres critères qui sont pour nous également essentiels. D'abord, il doit être décisif, c'est-à-dire que quand on vous donne une note, on doit vous aider véritablement à prendre des décisions. Si on est dans une note moyenne, un 9 sur 10, un 10 sur 10 ou un 11 sur 10, on ne vous aide pas beaucoup. Faut y aller, mais quand même avec prudence. Donc, voilà. C'est pas une vraie réponse, c'est pas une vraie aide. On essaie de limiter autant que possible cette partie-là. Et le dernier critère qui est pour nous important, qui est celui de favoriser autant que possible votre développement commercial. Donc, en fait, de minimiser tout en restant avec un score le plus prédictif possible, de minimiser le nombre de cas dans lesquels on va être avec une classe de risque élevée. Tout ça pour vous dire que, contrairement effectivement à l'affacturage et à l'assurance crédit, nous n'avons pas les mêmes règles prudentielles que doit faire tout assureur. Ça n'est pas une critique, c'est un constat. Et effectivement, c'est bien son rôle que d'aller sur ces règles prudentielles. Ça n'est pas le cas d'Altares où on essaie de garder cette objectivité plus importante. Ce qui veut dire quoi si vous êtes assuré crédit ou si vous utilisez l'affacturage? Chaque entreprise a ses contraintes, ses choix et ses décisions par rapport à la culture aussi des dirigeants d'entreprise. On respecte ça complètement. Mais souvent, nos solutions sont utilisées en termes de complémentarité. Quelque part un peu pour challenger l'assureur dans ses arbitrages, dans ses autorisations d'agrément. Et c'est souvent à ce moment-là extrêmement importante d'utiliser quelque chose qui vient, nos amis assureurs ne seront pas forcément contents avec moi, mais qui vient un peu les titiller pour dire, voilà, on est là aussi pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Donc, ne pas trop parfois, j'essaie d'être prudent dans ma façon d'exprimer, mais pas trop toujours écouter l'assureur et chercher de temps en temps à obtenir un arbitrage en notre faveur pour le développement commercial, et c'est encore l'ancien commercial qui parle, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. J'espère avoir été assez clair dans ma réponse, mais encore une fois, chaque entreprise est libre et on peut comprendre qu'il y a des situations dans lesquelles l'assurance crédit, le factor, soit quelque chose d'absolument nécessaire, d'autres fois où effectivement l'information de solvabilité que peut procurer Altares peut être à ce moment-là largement suffisant. Je suis en train de lire en même temps les éléments dans le chat. Les data sont les composantes essentielles pour l'IA dans l'optimisation des résultats de recouvrement, point d'interrogation. J'aurais tendance à dire que les data sont juste essentielles pour l'IA, qu'elles soient prédictives ou qu'elles soient génératives. Sans bonnes données, l'IA ne produira pas les résultats ou la qualité des résultats espérés. On a un événement avec la FDCC le 11 avril dans lequel on essaiera de démystifier ce qu'est véritablement l'IA, mais on insistera énormément sur ce point. L'IA, et pour ceux qui utilisent ChatGPT, la base qu'il y a derrière ChatGPT est tellement énorme et de qualité qu'elle permet effectivement la performance de l'IA. C'est vrai également pour le recouvrement. On discute beaucoup avec nos amis de Cavian, par exemple, ou nos amis d'Esker, qui utilisent dans leur solution également de l'IA, mais ils doivent s'appuyer sur une bonne qualité d'information. Donc nous, on insiste énormément sur cette partie-là. C'est ce qui nous différencie des serveurs libres d'information qui utilisent l'open data, qui peuvent effectivement être utiles au cas par cas,
Cela dit, lorsqu'on est dans des processus aussi stratégiques que celui du recouvrement, il est important d'avoir la bonne information et ce travail de DQM, de Data Quality Management, est vraiment stratégique. Je m'aperçois qu'il est 11 heures passées. Donc voilà, je vais remercier tous ceux qui étaient présents durant ce webinaire et remercier Marie et franchement la féliciter encore pour cette présentation du programme d'Untrade. Et Laurent, c'est toujours aussi agréable de travailler avec toi et toujours aussi pertinent. Donc merci beaucoup de nous accompagner sur tous ces sujets. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour le prochain webinaire Altares. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.